Bonjour, alors je vais commencer comme j'ai dit. Bruno Martel, je suis producteur de lait bio en Bretagne, donc en GAEC avec ma fille Apolline, avec deux salariés à temps plein, donc son frère Maxime et un autre salarié. Voilà, une production laitière spécialisée depuis 30 ans et avec une démarche agri-éthique au sein de l'entreprise sur du beurre. Voilà. Et François Doré, moi je suis le cofondateur d'une structure qui s'appelle Eloi, qui est une société à mission qui est active dans la transmission des exploitations agricoles, la mise en relation entre des cédants et des porteurs de projets qui cherchent à s'installer dans l'agriculture, le tout avec également un objectif d'une part de renouvellement des générations, mais aussi d'amélioration des pratiques agroécologiques lors de l'installation des porteurs de projets. Alors, je dirais, la question déjà, c'est autour d'une ferme, la question de transmission est toujours un vaste sujet. Pourquoi on a choisi la filière laitière? C'est parce que c'est quand même une filière où cet enjeu de la transmission des fermes est prépondérant pour les années qui viennent. Alors, les chiffres que j'ai en tête, c'est que dans les 10 ans, il y a de l'ordre de 40 à 50% des fermes qui sont à reprendre. Et donc, oui, c'est un vrai enjeu plus bas pour chacun de ces producteurs et c'est un vrai enjeu aussi de filière pour que l'ensemble des acteurs laitiers puissent maintenir aussi des collectes en place. Alors, cette question, elle s'aborde côté ferme et donc, toi, Bruno, par rapport au parcours de ta ferme, on en discutait en aparté juste avant de commencer la conférence. Tu viens d'installer ta fille, comment tu as construit l'installation de ta fille et donc comment toi tu as appréhendé la question de la transmission sur ta ferme, sur quoi tu t'es appuyé, c'est quoi les éléments clés qui pour toi sont nécessaires pour assurer la transmission? Alors, pour faire assez simple, je pense que la réussite de l'installation des jeunes, elle est d'abord entre leurs mains. C'est-à-dire que j'ai l'intime conviction qu'il faut d'abord qu'ils aient une bonne image du métier, une bonne image de l'exploitation qu'ils vont reprendre et quelque part qu'ils vivent ce projet comme étant quelque chose de dynamisant, de porteur de sens, comme étant un vrai projet professionnel qui va leur apporter quelque chose. Et si je dis ça, c'est parce que je sais que le projet d'installation de mes enfants n'est pas le projet d'installation que j'ai eu. Et que du coup, il faut aussi leur laisser entre les mains la capacité de bâtir un projet et d'avoir une vision sur la ferme qui soit assez détachée de ce que l'on a pu faire. Et c'est là que l'exercice est très compliqué. Parce que quand on est producteur de lait, sur une structure à capitaux, on a aussi une tendance à se dire, eh bien, il y a une valeur économique, il y a une valeur commerciale, et quelque part, il faudrait que le repreneur garde la même structure financière pour être en capacité de me donner le plus d'argent possible pour que je reparte de ma ferme avec un pécule quelque part qui paiera ma retraite. Et effectivement, quand on a cette vision-là et qu'on l'a fait 2 ans avant de partir en retraite, eh bien, la transmission est, à mon avis, extrêmement compliquée. Et moi, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai des enfants passionnés, passionnants, qui ont l'amour du métier de producteur de lait, qui est un métier compliqué, contraignant, mais qui est extrêmement épanouissant. Et moi, mes enfants ont toujours baigné là-dedans. Et ils attendaient que ça, de s'installer. Et je leur ai laissé les mains. Alors, j'ai la chance ou la malchance d'avoir des activités engageantes à l'extérieur au sein de ma coopérative. Et je leur ai laissé la main complètement libre sur la gestion de la ferme. Et je vois bien que leur projet n'a rien à voir avec celui que j'ai eu à 30 ans. Il y a 30 ans, moi, je voulais une ferme importante, dynamique, un gros tracteur, de la surface, etc. Parce que j'ai été élevé par des parents qui étaient en couple avec 30 vaches laitières, 50 hectares, qui devaient gagner peut-être, ramener à l'époque, peut-être 200 € chacun par mois, j'en sais rien. On n'allait jamais en vacances, on se marrait bien, on jouait au foot dans la cour de la ferme. Moi, j'ai été élevé dans la ferme, j'ai toujours travaillé à la ferme et j'ai été un des enfants les plus heureux du monde, mais dans des conditions de vie qui n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et moi, ma fille Apolline, quand elle est revenue à la ferme, elle a dit
Ouais, mais moi, papa, j'aurai un loyer à 800 euros, donc il faut que je gagne de l'argent. J'espère que j'aurai des enfants, et si j'ai des enfants, il faudra peut-être que j'organise mon temps de travail. Donc tu sais, revenir à la ferme, ça peut être compliqué. Donc elle est revenue comme salariée d'abord. Et du coup, ça a été aussi une étape pour se comprendre, s'entendre et s'organiser. Et là, elle vient d'avoir un deuxième enfant au mois de décembre. On est parti sur une organisation du travail où Apolline ne travaille pas le mercredi, commence à 9 h le matin, parce que, alors là, c'est aussi une chance, c'est d'installer ses enfants. C'est que, c'est d'un commun accord. C'est-à-dire que moi, je ne conçois pas qu'elle puisse payer une nourrice de 6 h du matin jusqu'à 19 h le soir. C'est-à-dire, c'est pas comme ça aussi qu'on épanouit une relation de maman avec ses enfants, surtout les premières années. Donc ce choix d'organisation du travail, on l'a mis en place. À côté de ça, du coup, on a 2 salariés à temps plein. On a 2 salariés à temps partiel pour le week-end. C'est-à-dire que sur la globalité de la ferme, on a mis une part conséquente dans la main-d'œuvre. Très conséquente. Je pense que c'est de l'ordre de 60, un peu plus de 60 000 euros de charge de main-d'œuvre par an. Mais c'est un vrai choix d'investissement, c'est-à-dire que c'est des choix qu'on ne fait pas ailleurs. On fait faire les travaux du champ par entreprise, on a délégué pas mal de choses, on est extrêmement économe sur la ferme. Mais le choix de la main-d'œuvre, ça nous permet d'organiser le travail, de rendre la structure très attrayante et du coup de laisser aux enfants la construction d'un projet agricole qui leur permet de s'organiser. On traite à 15 h 30 l'après-midi. Ça peut paraître complètement fou. Moi, quand je me suis installé il y a 30 ans, il fallait être débile. Il fallait être débile de traire à 15 h l'après-midi, mais on fait 1600 litres de lait le matin, on en fait 900 l'après-midi. Mais ça marche. Mais ça marche. Il y a des gens qui font de la monotraite, il y a des gens qui font 2 traites par jour avec 12 heures d'intervalle, mais qui l'après-midi prennent 4 heures pour aller à la maison. Je veux dire, c'est pas un jugement. C'est de dire qu'il existe aujourd'hui des possibilités d'organisation qui peuvent aussi rendre le métier plus attrayant et plus positif. Et il faut absolument qu'on rentre aussi dans cette démarche-là pour pouvoir installer nos jeunes. Si on n'intègre pas ça, je pense que c'est peine perdue parce qu'ils ne travailleront pas comme nous. C'est impossible, le monde a changé et le monde va changer. Donc il faut y réfléchir ensemble. Et il existe des solutions. Je vais prendre le relais. On a nous une vision de ces problématiques de transmission et d'installation qui est très complémentaire à la tienne, Bruno, parce que aujourd'hui on a à peu près la moitié environ des nouveaux installés en agriculture qui s'installent hors cadre familial. C'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié qui sont aujourd'hui dans ton cas, et on est très content que ça existe, on en a besoin, mais malheureusement le renouvellement du intrafamilial ne suffit pas à assurer la reprise des fermes. Du coup, mécaniquement, l'autre moitié, et c'est 100% de la population de porteurs de projets. Plus fort 100%, il faudrait mettre plus fort le micro, je parle déjà très fort. 100% de la population de porteurs de projets à qui on s'adresse chez moi, qui s'installent hors cadre familial, donc sur une ferme, qui ne reprennent pas de leurs parents, mais qui les achètent. Je reviendrai parce que là-dedans, il y a beaucoup de problématiques qui sont générationnelles et en fait qui vont partager, qui seront exactement les mêmes que ceux des enfants qui s'installent sur la ferme des parents. Par contre, il y a des problématiques additionnelles et nous, c'est effectivement les problématiques qu'on va venir adresser. Ils sont des problématiques de rencontre entre agriculteurs d'une génération et agriculteurs d'une autre génération qui n'ont pas nécessairement les mêmes codes, qui, en termes de culture, aussi sont un peu différents. Les uns sont très ancrés. C'est bon, personne n'a perdu de tympan. Certains sont très ancrés du coup dans ce monde agricole, d'autres ils sont. J'ai peur. En fait, non, j'ai peur de dire un mot parce qu'à chaque fois ça siffle. Alors, celui-là fonctionne, mais je pense qu'il est réglé un peu plus bas, donc je vais essayer de parler très très fort. Donc, je disais, il y a également un sujet culturel. Certains sont effectivement totalement dans le monde agricole, parfois depuis plusieurs générations, puis d'autres sont plus nouveaux dans ce monde-là. Donc il y a aussi un enjeu de se comprendre sur des problématiques, extrêmement importantes. Tu disais effectivement
la transmission, c'est aussi la rémunération du travail d'une vie. Bah oui, c'est ça du coup pour l'agriculteur qui transmet, et c'est important qu'on soit au prix juste. Et c'est aussi la promesse du travail à venir qui doit être rémunérateur. C'est un énorme sujet. Agriéthique a des réponses là-dessus. C'est un énorme sujet du coup pour ceux qui s'installent. Donc il y a un vrai enjeu de trouver ce point d'équilibre-là qui est encore plus compliqué à trouver dans un monde où on apprend à se connaître que dans un monde où on est issu de la même famille, évidemment. Même s'il y a d'autres complexités dans ce monde-là, j'en ai bien conscience. Ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver, in fine, les mêmes déterminants. Tu disais, du coup, des déterminants sur le mode de vie, sur la capacité à pouvoir avoir un temps de travail cohérent avec un temps hors du travail et la vie de famille. Et c'est effectivement aujourd'hui une attente de cette génération, et on peut le déplorer ou on peut le saluer. C'est une réalité, il faut faire avec. Et les projets de transmission qui fonctionnent bien sont aussi des projets qui prennent en compte cette composante-là. Et là-dessus, on y reviendra, je pense. On va discuter un petit peu en amont, mais les structures sociétaires ont des réponses à apporter là-dessus. Et l'autre dimension, c'est effectivement la dimension économique, de s'assurer que entre le montant d'investissement initial et ce qu'il implique en termes de remboursement et la capacité à se dégager un revenu, on est sur un travail qui offre une juste rémunération. Alors je rebondis sur la question de la forme sociétaire, mais en fait la transmission du capital quand il y a plusieurs associés. Intéressant peut-être que tu partages, Bruno, comment toi tu appréhendais ça, sur quel pas de temps en fait ça s'anticipe, ce genre de choses, et voilà, comment ça peut se construire et s'anticiper au sein d'un GAEC avec plusieurs associés ou pas, mais dans une forme sociétaire, un capital conséquent qui au fil des années, avec les investissements qui sont faits sur les fermes, a tendance aussi à augmenter. Et de l'autre côté, des jeunes qui arrivent et qui, même si en règle générale, ils ont une première expérience professionnelle, n'ont pas forcément des capacités financières à la hauteur des capitaux qui sont demandés. Voilà. Comment toi, tu as intégré ça dans le modèle de ta ferme et anticipé la transmission? Alors, pour faire simple, comment dire, moi en 2018, j'ai des associés qui sont partis. Et dont une associée qui était rentrée à 15% du capital social. C'est-à-dire qu'on avait fait rentrer progressivement à des taux de capitalisation faibles des associés. Ça permettait d'avoir une rémunération correcte pour les gens qui rentraient, c'est-à-dire 2 500 € par mois, c'était la base qu'on s'était donnée en net. Et du coup, la personne qui rentrait prenait à sa charge le remboursement du capital social sur ces 2 500 € et était rémunéré pour le travail qui était le même que les autres associés porteurs de plus de capitaux. Donc ça fonctionnait bien, et je pense que c'était la bonne méthode. D'ailleurs, ça a été vérifié, puisqu'il y a une des personnes, pour des raisons personnelles, qui a quitté le GAEC, et donc du coup on a racheté ses parts. Mais en fait, quand on est engagé à 15%, eh bien, quelque part on ne s'engage pas non plus sur des sommes pharaoniques. Le remboursement était à la hauteur et était même supérieur à ce qui avait été mis au départ lorsque la personne est partie 5 ans après. Donc quelque part, le capital n'avait pas perdu de valeur. Et la part de risque pour nous, elle n'était pas non plus de lâcher 60 ou 70% du capital qui aurait pu mettre en difficulté la capacité de rebondir derrière. Et grâce à ça, grâce à ça ou à cause de ça, à un moment donné, moi je me suis retrouvé porteur de tout le capital du GAEC en 2018. C'est-à-dire que j'ai 2 associés qui sont partis et du coup j'avais tout le capital social à titre personnel. Et là j'avais de la chance, j'avais un de mes enfants, Apolline, qui était passionné d'agriculture et qui avait un projet d'installation de toute façon un jour, et qui est revenu comme salarié à la ferme avec un autre salarié. Et du coup on a d'abord appris à travailler ensemble, à se connaître un petit peu. Même si dans l'aspect familial, on connaît ses enfants, de là à s'entendre dans le travail, ce qu'il y a, c'est qu'on s'engueule un peu plus facilement. Mais on se fait la bise le matin pour se dire bonjour, donc c'est aussi une particularité. Et ça résout aussi beaucoup de choses. Et donc du coup, Apolline est rentrée à 30% dans le capital, à 33% dans le capital du GAEC en 2020 lorsqu'elle s'est installée avec nous. Pour être très concret, elle a porté 100 000 € sur un GAEC qui a un actif d'un peu plus d'1,2 million. Sur un GAEC avec une structure plutôt importante en termes de capitaux. 2 sites, 140 vaches laitières, une installation, voilà,
collective qui était faite avec 3 associés. On est en agriculture biologique, 220 hectares. Et n'empêche qu'elle est rentrée en mettant 100 000 euros. Elle a eu 2500 euros net par mois dès le départ, auquel elle enlevait, et elle enlève toujours ses 800 euros. C'est-à-dire qu'elle est sur environ 1600 euros net par mois, une fois son prêt de capital remboursé. Dans 12 ans, c'est-à-dire maintenant un peu moins, mais elle aura fini de rembourser ce capital-là et elle aura en net 2500 ou plus si on réactualise. En fin d'année, on se partage les bénéfices du GAEC au prorata des parts sociales, c'est-à-dire que depuis son installation en 2020, tous les ans, elle a eu entre 8 et 15 000 euros net en fin d'année qui correspondait au partage du résultat du GAEC, en complément donc, du coup, de sa rémunération mensuelle. C'est le projet d'installation qu'on a mis en place. Son frère Maxime doit revenir en 2025. On remontera le même projet. C'est-à-dire qu'on repartira sur des bases identiques avec un même montage. Et du coup, avec la possibilité, j'espère, de faire aussi du résultat, ce qui motive tout le monde, de façon aussi à avoir un partage équitable de résultats et avoir une installation qui devienne plutôt progressive, avec le gros avantage qu'on a. Et je pense qu'il faut être en capacité de le faire, surtout dans le cadre familial, c'est d'être capable, 15 ans avant, d'anticiper progressivement les gens qui prendront la succession. Parce que j'ai des collègues en ce moment qui sont en train de céder leur ferme. J'ai un exemple en tête qui, je vais le citer parce qu'il est intéressant et il rejoint ce que vous disiez. Un couple, une belle ferme en agriculture biologique, au bord de la mer, plutôt sympa, sud Morbihan, 60 vaches laitières, une structure qui correspond bien à une installation pour un couple très recherché malgré tout en termes de profil de ferme. Ce que j'observe en tous les cas, des gens qui veulent aujourd'hui plutôt avoir un projet personnel de couple, même des gens qui ont 35, 40 ans, 45 ans, qui ont une activité professionnelle avant, qui veulent avoir un projet agricole, soit parce qu'ils l'ont toujours eu en tête, soit parce que leurs parents étaient agriculteurs, soit parce qu'ils veulent se lancer un défi personnel. Et là, il me disait, moi je pars l'année prochaine en retraite, tous les candidats que j'ai, pour la plupart, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas du tout du milieu agricole, qui ont un projet de reprendre une ferme de dimension familiale pour un projet familial de couple sur une ferme pas très très grande. Et dans ce cadre-là, mon installation ou mon projet n'aurait pas été très séduisant. C'est-à-dire que rentrer des associés dans une ferme comme la mienne, c'est pas forcément la meilleure, c'est pas la chose la plus facile. Et du coup, le fait de le faire dans le cadre familial, c'est là que je disais que j'ai une chance incroyable, c'est que effectivement, les choses se passent plutôt bien. Il va y avoir 2 de mes enfants qui vont reprendre tranquillement la ferme. On a 15 ans pour qu'ils me remboursent mes comptes courants associés et qu'ils rentrent tranquillement dans le capital social. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer et pas au détriment de la rémunération du travail. Parce que, effectivement, j'en fais exprès de dire qu'il y a un partage des bénéfices et qui est parfois significatif, parce que c'est impossible. Pour mon gars, ça va être pire encore que pour ma fille. C'est-à-dire que elle est en couple. Je veux pas. Bon bref, il n'y a pas de polémique autour de ça, mais en fait, quand tu es en couple, tu peux facilement t'acheter une maison ou avoir une maison en location ou un pied-à-terre, même quand tu es en pleine campagne en Bretagne. Quand tu as 25 ans, que tu es tout seul, que tu reprends une ferme et que dans l'endroit où tu t'installes, tu n'as pas une maison juste à côté à tes parents ou dans le cadre de la reprise de la ferme, il faut quand même que tu ailles trouver un loyer par chez moi, allez, entre 600 et 800 euros par mois pour y habiter tout seul. Donc la porte d'entrée déjà pour être agriculteur, elle t'oblige, si tu veux l'équiper un minimum, rouler quand même avec une voiture et pas être trop déconnecté de la société, eh ben, il y a des exigences de revenus que personnellement, je n'avais pas il y a 30 ans. Et donc l'aspect rentabilité, revenu, résultat de la ferme, il est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que si c'est attendre le jour de la retraite pour vendre la ferme un montant extrêmement significatif et très coûteux, sans maison d'habitation à des gens,
ben, le risque, c'est d'être très déçu parce qu'on n'a pas le profil qui correspond. Parce qu'il n'existe peut-être pas d'ailleurs. Alors, je rebondis sur la question du revenu. Et puis, Il y a beaucoup de choses là. Hein. non, mais tout à fait. Mais mine de rien, j'ai abordé à la fin la question des revenus, et je trouve que c'est une question qui est intéressante. Effectivement, comme tu as, en s'appuyant sur ton exemple, en fait, la question du revenu pour pouvoir gérer sa vie au quotidien, elle est prépondérante aussi pour faciliter l'installation. Je rebondis en fait sur, dans l'intitulé de la conférence, et aussi les enjeux d'une filière et comment, en tout cas dans ces dernières années, le prix du lait il a évolué et comment il a intégré dans la construction de son prix ces enjeux de revenus, mais aussi ces enjeux qui permettent de transmettre des fermes plus facilement, en fait, de manière plus large. Et donc, c'est comment la filière intègre dans son modèle économique la transmission. Et question ouverte, pas facile, mais comment vous deux, vous la percevez? Sur cette partie-là, je pense que mon voisin aura certainement plus de sujets. Bon, moi, je veux juste rebondir avant sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Je pense que c'est important d'avoir en tête que on dit salon de l'agriculture, c'est des agricultures, et il y a à la fois des fermes qui ont des structures très différentes et des agriculteurs qui ont des volontés très différentes. Et je pense que le schéma tel qu'il est présenté, je trouve qu'il est extrêmement intéressant, et on en parlait avant. Je pense que ce schéma d'entrée progressive au capital, qui permet de reprendre progressivement des fermes en anticipant très en amont des départs à la retraite qui vont venir à horizon potentiellement 10-15 ans, permet de transmettre un certain nombre de structures, notamment de taille significative. Et à côté de ça, il y a aussi effectivement ces fermes qui ont 50, 60, 70 hectares, qui sont dimensionnées pour 1 à 2 UTH, qui sont sur des projets de reprise individuelle ou de couple. Il y a aussi des porteurs de projets qui vont vouloir faire ça. Et on a besoin d'apporter des réponses sur les deux dimensions. Et la question de dimensionnement prix n'est pas la même d'ailleurs. Le prix de reprise est radicalement différent qu'on se retrouve à prendre 100% des parts, la totalité du coût des bâtiments, du cheptel, du matériel, éventuellement du foncier s'il est en vente d'une structure modeste. Ou si effectivement on peut rentrer sur, d'ailleurs c'était assez intéressant, le 100 000 €, c'est assez au milieu de la fourchette de ce qu'on observe sur des transmissions en reprise sociétaire, où en fonction du montant de part, on est quelque part entre 50 et 150 000 €, ce qui effectivement se finance bien avec les revenus du travail issus de l'activité dans l'engrais. Donc sur la question du prix du lait et comment les filières sont intervenues dessus, je rends la parole à mon voisin. Alors, juste une petite remarque par rapport à ça, pour ne pas vous abreuver de techniques, mais il y a aussi l'aspect du foncier quand même qui a été cité. Moi j'ai parlé de l'habitation parce que c'est vrai que c'est un quotidien compliqué. Et l'habitation, je pense que l'habitat c'est quand même un élément très important quand même. Le logement, parce que dans le projet individuel d'un agriculteur qui est plutôt quelqu'un de capitalistique, qui se projette en étant propriétaire de sa ferme, en étant propriétaire de sa maison, on est quand même issu d'une histoire attachée à un territoire, une terre. Moi, en tous les cas, j'ai été élevé comme ça et du coup, cette appartenance, avoir quelque chose à soi, c'est dans l'ADN aussi de l'agriculteur et sans doute peut-être de l'éleveur encore plus avec la construction du cheptel, de l'attachement en fait à un endroit. Moi, je suis de quelque part. J'ai une anecdote là-dessus. Moi, je suis de Bain-sur-Oust et je suis de là. Et ce que je veux dire, c'est que mes enfants, dans leur projet d'installation, malgré tout, leur projet personnel, il est agricole, il est d'épanouissement personnel, mais il est aussi de famille et d'avoir un jour sa maison et sa propriété. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui s'installent dans le bassin rennais, dans le bassin nantais, etc., où vous avez des maisons à 300, 400, 500 000 €. Et quand on est agriculteur, on sait que psychologiquement, on n'aura jamais cette maison-là. On ne l'aura jamais parce que peu importe le modèle économique qu'on va développer, si on n'a pas une capacité financière issue de la famille ou d'une histoire, on n'aura jamais une maison à ce prix-là. Je ne veux pas vous raconter d'histoire, on ne peut pas rembourser 4 000 € par mois, voilà, parce que c'est comme ça. Mais on ne s'épanouit pas que avec une super grosse baraque dans Nantes, hein, c'est pas... Mais quand on a un gros enjeu quand même, hein, les fermes en périphérie des très grandes villes pour l'aspect habitation. Je prenais la parole, c'était pour dire pour le portage du foncier.
Moi, dès la création de la structure en 1995, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a créé un GFA. Dès le début, dès la première année, parce que j'étais associé avec un tiers. Et du coup, l'idée, c'était pas que chacun achète de la terre au fur et à mesure pendant l'évolution de notre carrière, au risque que s'il y en a un qui s'en va, il parte avec la terre, ou que si un jour il y a de la terre qui est vendue à un certain prix, il y a quelqu'un qui en tire une plus-value plus importante que l'autre. Et malgré tout, ça paraît un détail, mais en agriculture, c'est important. Et le fait d'avoir construit un GFA entre nos deux associés, eh bien, quand un associé est parti, à l'époque, du coup, comme je savais que je revenais tout seul dans la ferme, c'est ma femme qui a pris les autres parts du GFA quand mon associé est parti. Et donc, on est resté avec une structure sociétaire porteur de la terre. Ça veut dire que, peu importe l'histoire de la ferme, les parts du GFA, ils seront soit redonnés à nos enfants, soit gardés pour nous, soit gardés pour nos enfants et reloués à la tierce personne qui utiliserait la ferme, mais il n'y aura pas d'aspect plus-value ou qu'est-ce que je deviens une fois que la terre est vendue ou partagée aux enfants. Ou départ du foncier sur d'autres exploitations. Ou alors que la ferme soit coupée en 2 ou en 4 parce qu'il y a une partie de la terre qui va ailleurs. Et l'aspect foncier, c'est quand même très important. Il marche bien celui-là. Non, je suis tout à fait d'accord. Et la question de foncier, elle est primordiale. La question de la maison aussi, il y a ces éléments-là. Il y a aussi la question un repreneur hors cadre familial va avoir du mal à avoir son cédant sous les fenêtres de sa stabilisation. Et pareil, la question de qu'est-ce que devient la maison, qui est la maison de famille dans laquelle l'histoire familiale est ancrée. Nous, au quotidien, on a ces discussions qui sont parfois douloureuses à avoir pour des agriculteurs de quel est le devenir de la maison. Il faut parfois, pour pouvoir transmettre l'exploitation, quitter la maison. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et sur les terres, effectivement, il y a cette question le foncier, en fait, c'est fondamental. Le risque de déperdition de foncier à l'occasion de la transmission est le plus gros risque économique qui pèse sur une ferme au moment de sa transmission. Là-dessus, nous, on va, par exemple, systématiquement, lorsqu'il y a du foncier en transmission, proposer un portage foncier justement via des partenaires qui permettent à des structures de pouvoir acheter un foncier qu'un porteur de projet n'est pas en mesure d'acheter, avec là-dessus précisément l'objectif d'éviter ce risque de louer à son cédant et potentiellement dans 10, 15, 20 ans se retrouver en bail rural avec les descendants de son cédant qui auront peut-être d'autres envies sur la ferme, peut-être sur partie, sur totalité de la ferme. Et ça, c'est extrêmement important. Le fait, effectivement, de le mettre dans des structures qui peuvent être transmises sans risque de perte de foncier est effectivement extrêmement significatif. Mais le coût de transmission du foncier, encore une fois, hors cadre familial est encore plus important. C'est une dimension très très forte à prendre en compte. Je reviendrai sur la question de filière après, mais t'inquiète pas, on va rester sur autre chose. Quand on préparait cette conférence, je trouvais ça intéressant ce que tu évoquais, François, sur le pont entre le nombre de fermes à reprendre et le nombre de personnes qui sont intéressées. Est-ce que tu peux revenir déjà ces rapports-là et comment, en fait, on arrive à faire rencontrer des personnes intéressées avec des producteurs qui souhaitent transmettre leur ferme? Oui, c'est effectivement intéressant parce que c'est pas totalement intuitif. La croyance collective, en tout cas ce qui est très diffusé dans les médias notamment, c'est qu'il y a un relatif désamour de la profession agricole et qu'on manque de forces vives qui veulent s'installer en agriculture. C'est qu'une partie des éléments. Globalement, les grands ordres de grandeur, c'est à peu près 20 000 fermes à transmettre tous les ans, dans les 10 ans, là, si on veut compenser les départs à la retraite. C'est aujourd'hui 16 à 17 000 porteurs de projets nouveaux tous les ans qui veulent s'installer, et c'est 11 à 12 000 installations réalisées. Ce qu'on voit là-dessus, c'est que il y a certes pas 100% des fermes qui peuvent être reprises avec les 16 à 17 000, mais qu'aujourd'hui, le facteur explicatif de manque de porteurs de projets qui cherchent à s'installer n'explique qu'une partie de faible taux de renouvellement. Et il y a, et c'est le pari qu'on prend chez Eloi, une capacité à être infiniment meilleure, on l'espère, demain sur cette dimension, en construisant des ponts additionnels entre ces deux populations qui ont fondamentalement infiniment besoin l'une de l'autre. Les unes pour pouvoir prendre leur retraite en ayant un capital, et les autres pour pouvoir démarrer dans une activité professionnelle
qu'ils ont choisis, pour lesquels ils se sont formés, pour lesquels ils ont une passion, et qui a la particularité de devoir nécessiter un investissement en capital. Il y a peu de métiers comme ça qui ne s'expriment que sur cette modalité-là. Et donc, il y a vraiment là-dessus un espace de progression qui est significatif et qui dépasse l'espace de progression qu'on a entre le 17 et le 20. Par rapport, je reviens sur la question de filière, hein, désolé, je passe à la préalable, mais pour moi c'est une notion importante aussi, c'est-à-dire que la question de la transmission, elle appartient effectivement au producteur en tant que tel, mais comment aussi on l'appréhende à une échelle plus importante, et c'est quoi le rôle des acteurs ou d'un acteur des filières, et donc de par tes engagements dans la coopérative agricole, comment vous apprenez ça au niveau d'Agrial, et au-delà de ça, la question que j'avais précédemment sur comment on construit en fait une chaîne de valeur qui amène suffisamment de valeur ajoutée à l'échelle de la ferme pour faciliter cette transmission. Alors, donc il y a deux choses. Il y a, pour la production laitière, c'est ce que je connais le mieux, mais c'est transposable à pas mal d'activités, mais généralement, il y a d'abord, moi je dis que quand on est agriculteur, c'est super important de savoir ce que devient le produit. C'est une vision personnelle, mais je trouve que c'est super important parce que c'est ce qui donne du sens, de la valeur. Et c'est aussi ce qui permet de se lever le matin et de savoir je me bats pour quoi, pour voir quoi, pour voir un résultat. Je ne conçois pas qu'on puisse qu'élever des animaux en se disant j'adore les vaches, ça me passionne, c'est mon cas, hein, j'adore ça. Mais j'aime bien les yaourts et j'aime bien boire du lait, manger du fromage. Bref. Je fais un métier aussi parce que c'est un produit alimentaire qui sort et c'est aussi ce qui donne du sens au métier. Faut pas... Parce qu'autrement, on se lasse vite aussi. Donc pour ça, il y a les entreprises. Donc il faut aussi choisir son entreprise et choisir la bonne entreprise pour y vivre bien et pour pouvoir être associé, c'est ce que je pense en tous les cas, dans les démarches ou en tous les cas de pouvoir avoir un œil sur la politique de l'entreprise, sur ce que devient mon produit. Alors je n'exclus pas pour autant tous les gens qui peuvent avoir des portages de vente directe, de transformation à la ferme, etc., qui d'ailleurs sont des modèles qui n'existaient que très peu, moi, quand je me suis installé il y a 30 ans, et qui aujourd'hui ont toute leur place dans le schéma agricole, où j'ai la conviction aussi qu'il y a sûrement une diversité d'installations qui est possible aujourd'hui, qui n'existait peut-être pas du tout il y a 30 ans. Les éleveurs de demain feront peut-être de l'accueil à la ferme, feront peut-être de la transformation à la ferme, auront peut-être un restaurant ouvert le samedi soir, feront peut-être un festival pendant l'été, et toutes ces petites choses cumulées les unes à côté des autres, eh bien, créeront aussi de la valeur et pourront aussi avoir une activité économique qui trouvera une place. Et c'est des modèles en fait qui n'existaient pas. Il y a l'énergie, il y a le bois, il y a la diversité. Il y a des choses incroyables qui existent aujourd'hui, et je veux dire, la jeunesse aujourd'hui a une capacité à relever un défi agricole qui est énorme, considérable, et qui a des portes ouvertes qui n'existaient pas, qui n'ont jamais existé pour nous. Donc, je pense qu'il y a... bref, moi j'aimerais bien avoir 30 ans. Donc pour ça, il faut bien choisir son entreprise. Et à côté de ça, quand on est dans l'entreprise, moi c'est mon cas, on a une vraie responsabilité au travers du prix du lait pour le cas qui me concerne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire non plus un projet agricole ou une filière s'il n'y a pas de la rentabilité. C'est aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir payer le travail à sa juste valeur. Alors ça, c'est toujours compliqué, hein, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des filières qui, dans la durée, ont une variation de prix très très importante, parce que ça, c'est extrêmement déstabilisant pour un agriculteur. De ne pas avoir la capacité d'être en relation avec les producteurs pour leur expliquer les enjeux, anticiper, nous, en tant que transformateurs, quels seront les besoins pour demain sur la production laitière, quel type de produits, quels enjeux climatiques, quels enjeux carbone, etc. Je pense qu'il faut rien cacher autour de ça, parce que ça fera partie des enjeux demain de valorisation des produits agricoles. Et au travers de ça, on doit, nous, être imprégnés par vendre au juste prix et trouver ou créer de la valeur pour pouvoir assurer à nos producteurs une visibilité sur leur chiffre d'affaires, sur leur marge et sur où ils seront capables d'aller demain. C'est indispensable. Alors après, dans mon cas personnel, on est dans une démarche collective.
je suis en production bio. Effectivement, on a un problème en ce moment sur le marché, mais qui est, voilà, il y a plein de raisons, et puis on va en revenir, et puis ça va passer, et ça reviendra, parce qu'on a aussi tout un tas de critères positifs et qui reviendront dès demain matin sur la scène, parce qu'il y a des choses qui devront bouger, et puis on les a déjà intégrées dans nos modèles de production, donc ça reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi de la lisibilité. On ne peut pas avoir une agriculture française sous-dotée en termes de valorisation et qui ne donne pas aux jeunes une visibilité d'agriculteurs qui soient heureux, qui aient une rentabilité suffisante et qui gagnent correctement leur vie. Je veux dire, moi je ne connais pas de métier, voilà. Mais à l'inverse, ma femme est commerçante, elle gagne moins que moi et elle travaille plus et elle a beaucoup d'énergie à donner dans son métier. Et c'est pas propre à l'agriculture. Hein. On n'est jamais content quand on est agriculteur. En fait, on est comme ça. Et moi, je pense que je l'ai entendu dans le ventre de ma mère. Et donc, quelque part, je l'ai peut-être gardé inconsciemment à l'intérieur. Mais à côté de ça, on n'est pas non plus les plus malheureux. On n'est pas non plus les plus malheureux. Et c'est-à-dire qu'il faut aussi être en capacité personnelle de mettre en place un schéma agricole ou de production chez soi qui permette de bien gagner sa vie. Parce que si on n'est pas capable de vendre un projet agricole où on gagne bien sa vie, ou au moins qu'on la gagne à la hauteur de nos exigences personnelles, effectivement, on n'attirera pas de jeunes, on ne renouvellera pas les générations et on ne sera pas séduisant. Moi, je dis souvent ça, je dis, j'ai la chance d'avoir mes enfants qui reviennent, mais peut-être qu'on n'a pas été si mauvais que ça non plus sur l'image qu'on leur a donnée. Alors après, il y a tout le commerce. Tout le commerce, il faut être au fait, la société, ce qu'elle veut aujourd'hui, le consommateur, qu'est-ce qu'il veut. On a des démarches de responsabilité aujourd'hui avec Egalim, on les a dans des démarches agriéthiques, on les a dans des démarches avec des entreprises. Nous, on fait une action, je vois les gens de la boulangère qui sont là. Je veux dire, moi j'ai été avec des producteurs vendéens visiter une entreprise qui a choisi de mettre en place une démarche pour rémunérer mieux que la normale des producteurs vendéens dans un cadre collectif. Eh bien, les producteurs sont extrêmement fiers de savoir je produis là, dans l'entreprise qui est à côté de chez moi, et je pense que c'est les premiers acheteurs de ces produits-là en magasin. Et il faut qu'on arrive à créer ces liens-là et ces ponts-là. C'est indispensable, indispensable. Voilà, sur le prix et sur la construction de la valorisation, j'aurais plein de choses à vous dire, mais c'est aussi le cœur qui parle. François, plus sur la question, je retiens un mot-clé que tu as précisé, Bruno, sur la visibilité, le besoin de stabilité, de visibilité pour les personnes qui s'installent, mais je dirais pour n'importe quel producteur. Un agriculteur est un chef d'entreprise. Voilà. Et on a tendance à trop l'oublier. Et oui, c'est important. Donc, avec ton regard, toi, en accompagnant des projets comme ça, comment en fait aussi dans l'environnement, les structures qui accompagnent l'installation, je pense par exemple des banquiers, mais comment ils intègrent aussi sur, on s'appuie sur la filière laitière, mais je dirais c'est la question de la même façon sur n'importe quelle filière. La question de la visibilité pour pouvoir construire de manière sereine ce projet d'installation. Sur la question stricto sensu de la visibilité, elle est indispensable dans tous les secteurs économiques. Et s'il y a bien un secteur économique où elle est certainement encore plus indispensable, c'est l'agriculture qui, par définition, est sur le temps long. Sur le temps long, à partir du moment où on fait des investissements qui sont sur le temps long, on a besoin aussi d'avoir la visibilité à la fois sur les volumes et sur les prix pour pouvoir avoir une visibilité sur la capacité à générer des revenus. J'aimerais juste souvent revenir sur cette équation-là parce qu'en fait, on parle de prix, on parle de visibilité. L'enjeu derrière, c'est celui du revenu des agriculteurs. L'équation, elle est très simple. Hein, c'est les chiffres d'affaires moins les charges. Là-dessus, les deux dimensions ont nécessité d'être travaillées. Si je prends la dimension charge, il y a évidemment la question du modèle. On parlait de modèles extrêmement herbagés qui permettent d'avoir une belle résilience et du coup avoir aussi des niveaux de charges plus faibles, qui sont plus économes du coup en charge de structure, qui permettent d'allouer plus sur le personnel. Au niveau de la reprise, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'acquisition stricto sensu de la ferme est, au moins pendant les 7 à 15 premières années, un poste de charge extrêmement significatif. Là-dessus, nous, on joue tout notre rôle de pouvoir assurer l'estimation des fermes selon une modalité de reprise économique. Qu'est-ce que la ferme, selon sa capacité à générer de revenus et de la rentabilité,
permet de supporter comme annuité d'investissement pour la reprise demain, et donc du coup de construire le prix en partant de la capacité de la ferme demain à permettre à celui qui l'exploite de rembourser sa dette d'acquisition. Et après sur le prix, il y a effectivement ces enjeux de visibilité, il y a aussi des enjeux de construire plus de valeur ajoutée potentielle. Et là, je rejoins totalement ce qui a été dit par mon voisin. Il y a des modèles aujourd'hui d'intégration plus large que simplement la brique de production, avec potentiellement de la distribution, de la transformation, qui permettent de remonter sur la valeur et de capter plus de valeur de prix au niveau de l'exploitation. Pour autant, de manière réaliste aussi, on sait qu'on a besoin de filières longues. On n'a pas aujourd'hui une structure de répartition de la population, de structure économique d'achat, de structuration des filières, qui fait que les agriculteurs sont massivement au contact direct de leurs consommateurs. Donc, l'enjeu de la filière, il est énorme là-dessus, et je trouve que c'est intéressant là-dessus aussi de se pencher sur la part du prix final payé par le consommateur, qui est effectivement la part qui va dans la poche du producteur. Et je trouve que c'est un peu souvent le grand oublié de ces discussions-là, et ça peut aller, suivant les productions et les degrés de transformation, de 10 à 50%. Quand on parle de 10 à 50%, ça veut dire que mettre 10 centimes de plus dans le prix de vente, c'est de mettre 1 à 5 centimes de plus sur... de mettre 10 centimes de plus côté producteur, c'est de mettre 1 à 5 centimes de plus côté consommateur. Et sur 10 centimes de plus, si je prends par exemple un prix de lait à 55 centimes, on est quasiment à 20% de plus en termes de capacité à augmenter le prix. Et ça, c'est directement du coup de la rentabilité additionnelle. L'effet prix est fondamental là-dessus. Donc ce prix, c'est pas pour rien qu'il y a autant de crispation sur ce sujet-là, il est extrêmement sensible sur la capacité du coup des agriculteurs à vivre dignement de leur rémunération, de leur métier, d'en tirer une rémunération. Ou alors qui avance sur notre approche aussi, la question, enfin je reviens, mais sur, on parlait tout à l'heure de comment faire des ponts, comment rendre visible et comment rendre visible son projet de transmission ou comment repérer la bonne ferme au bon endroit qui répond à mon attente. Comment, enfin je reviens, mais c'est cette question du pont, alors voilà, et toi tu construis en fait ce lien-là, mais c'est quoi en fait les solutions, ou en tout cas les besoins que vous identifiez pour réussir à faire ce pont entre deux personnes qui gagnent à se connaître mais qui n'arrivent pas à se connaître? Ouais, c'est pas facile, mais on y arrive. Ça nécessite de prendre les choses un peu des deux côtés, et en tout cas surtout côté cédant, de pouvoir envisager les choses aussi du point de vue du repreneur. Il faut jamais oublier là-dessus que côté cédant, chercher un repreneur hors cadre familial est une forme de renoncement. C'est aussi le renoncement à la transmission familiale. Donc, il y a déjà ce premier point à acter, et là-dessus, ça nécessite de faire un certain nombre de dépassements. On est au quotidien en discussion avec des agriculteurs qui parfois vont pas être tout à fait à l'aise que leur ferme soit massivement diffusée, alors même que c'est indispensable pour trouver des repreneurs. Ils vont pas toujours être à l'aise qu'elle puisse être identifiable. Bah, c'est dommage, parce que le but est quand même qu'il y ait quelqu'un qui pousse la porte. Ils vont pas être toujours tout à fait à l'aise de pouvoir afficher un prix de vente. Et pour autant, encore une fois, quand on prend du point de vue du repreneur, bah, en fait, le repreneur, il va avoir besoin de savoir qu'est-ce que c'est, où c'est, quels sont les résultats économiques, comment fonctionne le système, quelle est la capacité pour lui à le faire évoluer, est-ce qu'il y a des besoins de réinvestissement. S'il rejoint une structure sociétaire, il va avoir besoin de savoir qui sont ses futurs associés, quelle est leur modalité de gouvernance, quelle est leur capacité à faire la place à des nouveaux associés qui vont peut-être voir les choses un peu différemment, avoir envie de faire évoluer les choses. Et donc là-dessus, ça nécessite de part et d'autre d'avoir un petit glissement et un petit pas l'un vers l'autre. Et après, comme toute mise en relation, ça nécessite une place de marché. Nous, on a construit du coup cette place de marché via notre site Eloi, avec plus de 3000 porteurs de projets aujourd'hui, qu'on est capable de connecter avec des fermes. Ce qu'on voit, c'est que ces porteurs de projets aujourd'hui sont moins ancrés que des porteurs de projets issus de familles agricoles.
ils ont un projet d'installation sur un système qu'ils peuvent déployer potentiellement dans le Grand Ouest. Alors ça peut être dans le Pays de Redon, ça peut être en Bretagne, ça peut être en Pays-de-la-Loire, ça peut être en Normandie. Et là-dessus, on a besoin de décloisonner très très fortement la capacité de recherche parce que ce qui va leur point d'entrée va être la ferme, son prix, la capacité à bien en vivre demain et la capacité à pouvoir donner vie à leurs projets professionnels et leurs projets de vie. Et ça, nous, on le fait très fortement en digital parce qu'aujourd'hui, les porteurs de projets qui s'installent en agriculture, ils ont massivement moins de 40 ans. Et donc, du coup, c'est des gens qui avaient 10-15 ans quand Facebook s'est lancé. Donc, c'est des gens qui sont ancrés là-dedans profondément dans leurs habitudes. Et il faut savoir aussi permettre à des fermes de faire ce petit pas de côté pour aller aussi s'afficher là où prennent leur information, leur potentiel repreneur. Non. Après, il y a des entreprises qui anticipent un peu le départ de leurs producteurs et qui, quelque part, ont aussi à l'intérieur de l'entreprise des petites annonces, entre guillemets, ou des choses comme ça, où les producteurs sont en capacité de mettre la possibilité de mettre à vendre, entre guillemets, leur ferme, quoi. Après, sur l'aspect transmission, je pense qu'il y a un élément qui est important, j'en reviens à mon élevage laitier que je connais bien, c'est un métier très porteur de main-d'œuvre. Et du coup, on voit quand même qu'il y a une forte probabilité que les salariés qui travaillent dans la ferme ou qui sont en apprentissage ou qui ont mis déjà un pied dans la ferme soient privilégiés dans le cadre de la reprise parce qu'il y a un décloisonnement justement qui s'est fait à un moment donné avec des gens qui se connaissent un petit peu et qui ont pu avoir un tuteur. On a quelques exemples comme ça sur des fermes bio qui ont un peu de main-d'œuvre et où du coup sur la fin ça devient un peu rassurant de se dire il y a un des salariés qui m'a dit moi du coup comme vous allez partir ça m'intéresserait de revenir là, quoi. Donc ça arrive aussi. Et après... Ouais, tout à fait, c'est des choses qui arrivent. Nous, ce qu'on constate en discutant avec des agriculteurs qui sont dans cette situation, c'est que souvent la posture du salarié est radicalement différente de la posture de l'entrepreneur. Et le repreneur d'une ferme est un entrepreneur, il a besoin de s'endetter souvent personnellement pour acquérir la ferme, il va piloter son entreprise, il va avoir tous les soucis qui vont avec, il va avoir potentiellement besoin de prendre lui-même des salariés. Il y a effectivement parmi les salariés agricoles certains qui, par leur profil, leurs envies, vont avoir cette fibre-là. Trop souvent, ce qu'on constate, c'est que même sur des fermes où il y a des salariés en place, parfois depuis plusieurs années, le cédant n'imagine pas sa reprise parmi les plus. Et avec du coup un enjeu, et l'humain là-dessus est extrêmement complexe, d'arriver à faire entrer une personne extérieure, de le faire accepter aussi par les salariés de la ferme, parce qu'il aura besoin d'eux pour la reprendre. Et tout ça nécessite, encore une fois, beaucoup d'ajustements de part et d'autre. Je pense que ce thème-là est important parce que on est sur une situation de départ où tout le monde n'a pas toutes les bonnes clés pour bien se comprendre. Et ce travail réciproque de bien se comprendre est fondamental pour le succès de cette reprise. Merci. Je me tourne vers les participants. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent et que vous souhaitez amener auprès de nos intervenants? Bonjour, Caroline Testin de la Chambre d'agriculture. Moi, j'ai une question par rapport au prix. Vous avez évoqué le fait qu'il faut aussi pouvoir rémunérer l'agriculteur et que c'est important le consommateur puisse avoir une part importante là-dedans. Aujourd'hui, on revient dans la filière bio, on connaît les difficultés de cette filière-là. On explique en partie sur le pouvoir d'achat du consommateur. Comment on fait pour développer justement cette valorisation du travail par le consommateur dans un monde où aujourd'hui le consommateur ne met pas la priorité sur l'alimentaire? Et pas que sur la bio, mais l'alimentaire en général. C'est pas une question simple, ça. Non, je pense que là-dessus, la question me dépasse très largement. Je pense qu'il y a effectivement un enjeu de valorisation par le consommateur. Il y a peut-être aussi là-dessus un enjeu qu'on peut avoir de meilleure information du consommateur sur les différentes options qui sont les siennes. Il y a d'ailleurs certaines initiatives là-dessus qui permettent d'afficher sur la brique de lait, on est sur le lait, le revenu et le prix payé à l'agriculteur. Je pense que c'est une des pistes, il y en a certainement plein d'autres. Nous,
À notre échelle, là où on va avoir un levier d'action, c'est sur le prix de la ferme qui, encore une fois, conditionne le niveau de charge pendant ces années qui sont extrêmement cruciales. Je pense que là-dessus, il y a collectivement au niveau de la filière, on a beaucoup de discussions avec les chambres d'agriculture. C'est pas simple de valoriser une ferme. C'est pas simple de trouver le prix juste entre le travail d'une vie passée et le travail d'une vie future. Mais je pense que là-dessus, il est difficile de s'éloigner très largement de la valorisation économique. Parce que fondamentalement, tout delta additionnel par rapport à ce que peut payer la rentabilité future de la ferme, c'est de l'apport personnel non rémunéré qu'on va demander aux porteurs de projets qui s'installent dans un contexte qui reste le nôtre d'un plus grand nombre de fermes à transmettre que de porteurs de projets qui veulent s'installer. C'est pas exactement la meilleure chance qu'on se donne pour pouvoir maximiser ça. Mais rien n'est simple là-dessus. Et cet équilibre, il est souvent un peu dynamique et il dépend beaucoup aussi des choix qui ont été faits sur les fermes, de la capacité des fermes à anticiper leur transmission. Et chaque cas est évidemment différent. Ça au moins, à l'échelle de chaque ferme, c'est un sujet sur lequel les acteurs de la transmission ont la main. On n'a pas la main sur tout, mais celui-ci, on peut au moins s'en emparer. Bruno, est-ce que tu voulais réagir sur cette question aussi Je me permets de réagir aussi, mais effectivement, c'est excessivement complexe. Et après, il y a multiples outils. Et puis, typiquement, un label de commerce équitable, il permet aussi de poser cette question-là en construisant en fait des logiques de construction de prix pour agriculture qui sont basées sur les réalités de coûts et pas sur des offres et demandes. Et donc de le contractualiser à l'échelle de filières françaises. Ça peut être aussi une réponse, c'est-à-dire il y a d'autres modèles économiques, d'autres valorisations, même sur des filières longues qui peuvent se construire et qui, dans leur essence, portent la question du coût de production en premier lieu à faire de la construction de filières. D'autres questions? Bonjour, merci pour la présentation. Une question pour. C'est bon comme ça? Maintenant on vous a pas entendu au début, on n'a pas saisi votre prénom, désolé. Je m'appelle Emma. J'ai une question par rapport à la transmission. Est-ce que vous accompagnez les cédants pour rendre les fermes sans transmission avec l'accompagnement sur le projet de diversification ou sur des choses? Oui, très clairement, lorsque on rentre en discussion avec un cédant, on va systématiquement faire un diagnostic de transmissibilité de sa ferme. Il y a des fermes qui vont pouvoir se transmettre, entre guillemets, à l'identique de ce que faisait le cédant parce que, d'une part, le système en place est rémunérateur et d'autre part, il existe une demande sur le système du cédant. Cette adéquation, elle est nécessaire d'être regardée à l'instant T sur un territoire donné. La question, c'est pas de savoir s'il y a en France des gens qui veulent faire du bovin lait bio, par exemple. La question, c'est de savoir si aujourd'hui, sur ce territoire-là, dans le timing de transmission qui est celui du cédant, il y a quelqu'un qui veut faire ça. Si c'est le cas, autant ne pas complexifier les choses. Par contre, effectivement, ça nous arrive régulièrement de devoir envisager avec le cédant le devenir possible de sa ferme. Et donc là, on va faire l'analyse des caractéristiques, de qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment, qu'est-ce qu'il y a comme parcellaire, sa structure, est-ce qu'il est groupé, pas groupé, quel type de terre il y a, est-ce qu'il y a de l'irrigation, pas d'irrigation, est-ce qu'on est sur une zone propice pour des circuits courts par exemple, pour envisager ce que la ferme peut devenir demain, pour derrière projeter sur cette activité-là qu'on pourrait faire, quel va être le niveau d'investissement additionnel pour transformer la ferme, quel va être le potentiel de rentabilité et donc quel va être le prix d'équilibre pour permettre la transmissibilité de cette ferme. Et c'est malheureusement une gymnastique qu'il faut faire relativement souvent tout de même. Aussi avec en tête ce qu'on disait, c'est que les attentes, les envies, les projets des générations d'aujourd'hui ne collent pas toujours aux caractéristiques des fermes qui sont, elles, directement les résultantes des envies, des projets de la génération précédente. Une dernière question? On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Bruno et François. Et je vous souhaite une excellente fin de salon.